Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 249e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous présenter le choc ce week-end en main event à Atlantic City. La française Manon Fiorot face à la locale Erin Blanchfield dans une demi-finale mondiale qui doit mener au titre de l'UFC des moins de 57 kilos. Avec moi pour en parler cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, sa série Baba Versus sur YouTube, désormais même traduite en anglais, coach de pieds-points et de boxe anglaise, et il fête ses 40 ans aujourd'hui. Bienvenue au club. Il nous rejoint dans la grande confrérie. Bonjour monsieur Baba, comment ça va? Merci Alex, merci beaucoup, salut à tous. Quarantenaire serein? Impeccable. Exactement, on se disait, on est des quarantenaires, Baba, on parle de bagarre, la vie est belle, non? Tout va bien. Écoute, c'est parti, on va parler de Manon Fiorot et ce grand choc contre Erin Blanchfield. Il y a eu l'opération au genou après Kathleen Choukagian. Il y a eu le match nul en septembre dans le deuxième combat entre Alexa Grasso et Valentina Shevchenko qui a poussé à une trilogie repoussée le temps de soigner chacune une blessure. Sur la route d'un combat pour le titre de l'UFC, Manon Fiorot a manqué de chance. Pas grave, ne comptez pas sur The Beast pour lâcher l'affaire. Prête à écarter toutes les adversaires devant elle jusqu'au Graal, la Niçoise sera à Atlantic City ce samedi pour affronter la locale Erin Blanchfield et tenter de continuer à nettoyer sa catégorie avant sa chance mondiale. Le RMC Fighter Club vous dit tout sur ce rendez-vous pas comme les autres, le premier main event à l'UFC de la représentante tricolore la plus proche du titre de la plus grande organisation de MMA, hommes et femmes confondus. Et on est parti avec Manon Fiorot, tenue bleue face à Choukagian, short noir. Bien ce coup de pied, et cette droite elle est rentrée. Allez Manon, oui, la gauche. Avec la main gauche. Allez, tentative, oui, magnifique Manon, voilà l'amener au sol. De quoi nous faire des points dans cette dernière minute. By unanimous decision, Manon, the Beast, Waouh, c'est bien rentré ça pour Manon. Le bras arrière qui touche. Et encore un jab. Et un shoot pour Rose. Et Ça Manon va, qui le sort. elle est touchée. Bien sûr qu'elle est touchée, Rose. Le high kick, on le Ouais, voyait venir. rendu. Et c'est répondu avec un high kick par Manon. Allez, Manon qui accélère. Attention au compte. Manon s'est fait toucher. Il n'y avait pas de risque. by Décision unanime. unanimous decision, Manon, the Beast, Et merci à Max Abolin qui nous a préparé cette petite prod. C'était les deux derniers combats de Manon Fiorot, les victoires sur Kathleen Choukagian, c'était en octobre 2022, et sur Rose Namajunas, septembre dernier à l'UFC Paris, sa première à Paris. J'adore quand Rose Buffer dit Manon. J'aime bien cet accent quand il prononce le prénom Manon. Juste d'abord, on vous rappelle sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat, la nouvelle chaîne YouTube, vous retrouvez une interview de Manon et une d'Aldric Cassata, son coach. C'est disponible depuis quelques jours, donc n'hésitez pas avant ce combat à aller voir les deux interviews pour vous nourrir des paroles des deux protagonistes principaux. Donc, Baba, Erin Blanchfield, 24 ans, 12-1 en carrière, 6-0 à l'UFC depuis son arrivée. Manon Fiorot, 34 ans, 10 ans de plus, 11-1 en carrière, 6-0 à l'UFC. Main event, comme on disait, le premier pour Manon, la quatrième française après Cheikh Kongo, Cyril Gane et Nassourdine Imavov à être en main event à l'UFC. C'est rare déjà, un Baba, quand on a tu vois, deux séries de victoires aussi grandes, 6-0, 6-0 chacune. Pour la parenthèse, la vainqueur aura 7 victoires de suite. Ce sera la plus longue série de l'histoire chez les moins de 57, derrière les 9 de Valentina Shevchenko. Donc pas mal pour la Legacy, tu vois. T'es déjà deuxième dans ta caté dans l'histoire en série de victoires. Ouais, c'est rare, tu vois, d'avoir un truc en plus, pas pour une ceinture intérimaire. C'est un gros choc, ce combat Fiorot-Blanchfield, Baba. Ouais, c'est un gros choc, comme tu l'as dit, deux longues séries de victoires, sachant que quand Valentina elle s'est installée au top de cette KT, tout le monde a dit que ce qu'elle a fait, ça pourra pas être reproduit. Sauf qu'on a deux combattantes qui sont sur le point en fait de reproduire une série similaire, tu vois. Donc ça veut dire que la KT est plutôt dense. Il y a des très bonnes combattantes dedans. On sait qu'il y a des très bonnes combattantes de la KT du dessous qui peuvent monter à tout moment. Donc cette catégorie-là, pour moi, c'est la meilleure en tout cas chez les femmes. Tout à fait, pour moi, c'est la meilleure. Ça se joue entre strawweight et flyweight, je pense, mais je mets les fly devant. Voilà, au début, strawweight c'était la meilleure parce qu'il n'y avait pas de fly qui existait, mais fly, elle a cette particularité justement de pouvoir accueillir des strawweight qui en ont marre de faire le cutting, et donc c'est les meilleurs en règle Ou générale. des bantams qui descendent, on en a vu des aussi. bantams qui descendent, tout à fait. Donc tu vois, ça accueille en règle générale, tout le monde est l'élite de l'élite, et donc se hisser, avoir 6 victoires. Une série de 6 victoires dans une catégorie comme ça, ça veut dire que vraiment t'es dans le top de ton sport, t'es l'élite de ton sport, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Plus la catégorie est dense, et en règle générale, moins t'as de possibilités de faire des longues séries de victoires comme ça. Donc de le faire, c'est fort. En plus, j'ai l'impression, je sais pas ce que tu en penses, mais que peu importe qui gagne, on flingue pas l'autre. Enfin, tu vois, elle reste contender, elle reste dans la discussion, et elle reviendra très vite dans les discussions du titre. En fait, pour moi, ce sera juste un title shot retardé. C'est tout. La personne qui perdra aura un title shot plus tard. Elle sera derrière. Elle sera derrière, mais elle aura quand même. Comme on l'a vu chez les hommes,
où ceux qui ont perdu dans des demi-finales un peu comme ça, Pantora, il a pris son temps, mais il a fini par accéder à la ceinture, tu vois. Donc tu recules, mais tu finiras par avoir le titre parce que de toute façon, tout le monde se combat. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ça nous permet, on va ouvrir, c'est le premier thème un peu, mais ce côté recul, ça fait plusieurs fois qu'on dit demi-finale mondiale pour Manon Fiorot, et je pense qu'à chaque fois c'était vrai. Et c'est juste le contexte qu'a fait, je le disais un peu dans mon intro, mais Kathleen Chookagian est numéro 1 quand elle là-bas, en octobre 2022 à Abu Dhabi. Elle se fait le genou pendant le combat, Manon. Donc elle est opérée derrière, et c'est Alexa Grasso qui est numéro 5 qui se retrouve avec le title shot contre Shevchenko. Et qui gagne. Qui nous aurait dit, je le répéterai toujours, ça nous aurait donné une dinguerie s'il n'avait pas été blessé, Manon, parce que le Grasso Shevchenko 1, c'est le co-main de Jones Gann. Ouais. Donc on a eu Jones Gann et Shevchenko Fiorot sur la même carte. Pour le MMA français, c'était un délire quand même. Génial, et elle aurait pu peut-être battre Valentina et être championne depuis plus d'un an, puisque c'était en début mars de 2023 ce combat-là. Derrière, il y a ce combat contre Rose Namajunas qui est censé être une demi-finale, sauf que 10 jours plus tard, à l'UFC Noche, match nul, ce qui est quand même hyper rare dans un combat pour le titre. Match nul dans la revanche Shevchenko-Grasso. Et les deux se blessent pendant le combat, les deux doivent être opérés derrière. Donc ça retarde. Et là, on a appris, elles vont être les deux coachs du TUF, donc The Ultimate Fighter, l'émission de télé-réalité de l'UFC. Et le combat, on le prévoit. Ce qui est dans les tuyaux, c'est que ce soit pour l'UFC Noche 2, dans la sphère de Las Vegas, la grande boule. Là, ça va être un événement assez incroyable vu l'endroit que c'est. Donc mi-septembre. Donc même après, tu vois, on est sur un an après finalement le 2. Donc ça retarde un peu. Il y a un côté pas de chance, tu vois, plus que parce qu'il y a eu cette. J'ai vu dans les storytelling, dans les différentes choses qui ont été faites autour de ce combat, de dire l'UFC est un peu méchante avec Manon, tu vois, il la pousse pas. Je pense qu'il y a surtout pas de chance en fait, Baba. Ouais, c'est un enchaînement d'événements. Je crois pas que ce soit une volonté de l'UFC vraiment de la priver d'une chance pour le titre, c'est juste que ça s'est passé, c'est elle qui s'est blessée et puis ensuite la championne, le combat pour le titre, il s'est pas déroulé comme il aurait dû. S'il y avait eu un vainqueur dans ce combat entre Valentina et Alexa Grasso, on n'en parlait plus. Surtout si c'était Grasso. Voilà, surtout si c'était Grasso, c'est terminé. Et sans doute même Valentina. Si Valentina l'avait gagné un peu de façon dominatrice, comme le premier, elle se fait avoir, entre guillemets, tu vois, on se souvient du scénario du premier, sans doute que même là comme ça, elle l'aurait eu. Si elle finissait, il y aurait peut-être moins d'arguments. Il y a moins d'arguments pour faire une trilogie quand tu vois, le challenger récupère la ceinture puis la repère juste derrière. Il n'y a pas trop d'arguments pour le faire tout de suite la trilogie, tu vois. Donc là, malheureusement, ça appelle une trilogie. Il y a un match nul, t'es presque obligé de le faire. C'est évident. Et puis, mais on rappellera, Valentina, pour rappeler, après Chookagian, après le combat Chookagian-Fiorot, c'est Valentina elle-même qui dit la prochaine, c'est Manon. Donc sans cette blessure au genou, c'était la prochaine, même dans les yeux de la championne. Tout le monde le voyait, de toute façon, c'est la combattante qui montait, donc forcément, tout le monde savait que c'était entre Manon et Erin et que Manon s'était mise en position en battant Chookagian. Donc il y a rien à dire, c'est juste que pour moi c'est un petit retard et puis de toute façon ça lui permet d'être dans un combat important avec une adversaire qui rencontrera soit avec la ceinture, soit sans la ceinture. Tu vas la rencontrer de toute façon, Blanchfield. Alors Manon, dans l'interview dont je vous parlais qu'elle a accordée à RMC Sport, explique, Manon et Aldric expliquent, l'UFC nous a proposé d'attendre. Nous ont dit, après Rose Namajunas, si vous voulez, vous attendez. Et vous êtes là, après le 3, grâce au Shevchenko, vous attendez, sauf que la perspective avec les blessures des deux faisait qu'ils avaient bien compris qu'il y aurait plus d'un an entre l'UFC Paris et leur title shot. Et Manon a voulu rester active, combattre et nettoyer sa division, entre guillemets, en attendant. Bon choix pour toi, selon toi? Moi, je pense que c'est un bon choix de rester active, en fait, tu vois, et quand tu arriveras au title shot, de ne pas être avec plus d'un an sans combattre. C'est un très très bon choix. Déjà, le fait que l'UFC lui propose d'attendre, ça veut dire, ça témoigne du respect que l'UFC a envers Manon. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les combattants c'est même beaucoup l'inverse. On en a parlé dans l'épisode de Cyril justement la dernière fois. En règle générale, l'UFC ils veulent que tu combattes et ils sont pas fans de ceux qui veulent attendre. Il y a des combattants qui se mettent dans cette position-là d'attendre. Belal Mohamed l'a fait par exemple. Léon Edwards, ils sont pas fans et ça te prend beaucoup plus de temps. Là, le fait que ce soit eux qui proposent et que Manon dise non, je vais être actif, déjà forcément ça va leur plaire. Ils vont être super contents de ça. Et puis surtout pour elle, moi je trouve que c'est important. On l'avait dit la dernière fois qu'on a parlé de ce combat, fait des perspectives pour Manon Fiorot, que moi à mon sens, la série de victoires et les adversaires que tu vas battre, que tu les battes avant ou que tu les battes après, de toute façon tu vas devoir les battre. Erin Blanchfield, c'est une combattante, forcément, tu vas devoir l'affronter. Que tu aies la ceinture autour de la taille ou pas, elle est élite, elle est dans le top de la catégorie, il faut la battre. Le fait de l'accrocher à son tableau de chasse et ensuite d'accéder à la ceinture, si Manon bat Erin puis derrière combat pour le titre et gagne la ceinture, elle a déjà fait une bonne partie du nettoyage en fait. Elle a beaucoup nettoyé, c'est évident. Voilà, et en fait, tu peux presque avoir l'option inverse. Des fois, tu deviens champion puis tu nettoies. Elle peut nettoyer avant de devenir champion. Elle a nettoyé, puis elle arrive, si ça se passe comme on espère que ça va se passer, elle arrive au top de la catégorie, elle peut regarder tout le monde un peu de haut, pas avec arrogance, mais de haut en disant « moi, j'ai fait le boulot. J'ai fait le boulot, en montant, j'ai battu tout le monde. Maintenant, je refais un deuxième tour en fait. »
pour défendre ma ceinture, il faut que je fasse un deuxième tour. Exactement. En montant, j'ai battu tout le monde. En tout cas, tu l'as dit, si ça se passe comme on l'espère que ça se passera, mais on va dérouler le fil et rentrer dans le combat, et c'est tout sauf gagné d'avance. C'est un énorme choc contre Erin Blanchfield, c'est évident. Pour continuer juste sur ce thème-là, la perspective, c'est donc que ce soit mi-septembre pour avoir le Grasso Shevchenko 3. L'UFC Paris est plutôt fin septembre, selon toutes les infos qui sont tombées. Donc ça te repousserait un peu ton tight shot, mais tu arriverais après, en fait. Enfin, tu vois, l'UFC Paris arriverait après. Est-ce que tu crois qu'il faut rester actif aussi à l'UFC Paris ? C'est-à-dire que si l'UFC te propose Macy Barber, qui est numéro 4 maintenant, qui est juste derrière Manon, l'autre américaine qui monte, l'autre jeune américaine qui monte, est-ce que tu penses que même après une victoire, dans l'hypothèse d'une victoire contre Blanchfield, il faut continuer ce truc-là et rester actif et prendre Barber à Paris, par exemple, devant son public ? Ma réponse, c'est tout dépend quand est-ce que serait prévu le combat pour le titre. Voilà. Si on te dit que c'est décembre... T'attends. Ouais, t'attends. Ouais, bien sûr. Voilà. Si on dit c'est mars 2025, ouais, non. Là, il faut combattre à Paris. Rester actif à Paris devant son public. Paris, c'est ton public, c'est là où tu vois c'est là que tu vas engager tout le monde. Enfin bref. Continuer le nettoyage, hein, exactement. Pourquoi pas, tu vois, de toute façon. Mais par contre, si le titre il est pas trop tard après l'UFC Paris, mieux vaut attendre pour le titre. C'est juste que ce serait logique. Mais cette hypothèse, elle est marrante parce que dans une hypothèse où il y aurait ça, elle prendrait Barber à Paris. Elle battrait Barber. Il y a beaucoup de si dans mes hypothèses. Là, tu as nettoyé tout le monde. Et en fait, comme il y avait toujours la perspective, Manon a toujours dit qu'elle aimerait aussi l'idée de prendre la ceinture de la catégorie d'au-dessus, tu peux presque y aller directement, tu vois, parce que... Alors, l'argument. T'aurais un argument, en tout cas. Autant toi et moi, on n'est pas fan de ça. On n'est pas fan, et on voudrait que tout champion, on veut qu'il défende sa ceinture. Sauf que il y a un argument. Il y aurait un argument. Sauf que les défenses, elles sont faites en amont, là. Ouais, c'est ça. Oui, je te dis, c'est à l'envers. Tu vois ce que je veux dire ? À moins de faire comme Izzy et de reprendre les mêmes mecs quand il est reparti sur du Vettori, machin et tout. Là, je me dis... à part s'il y en a une qui sort du lot derrière, sauf ça ferait sens si toutes les planètes s'alignent, pourquoi pas directement challenger pour la ceinture du dessus. Et quand on finit là-dessus, c'est une bonne idée à ton avis, si ça gagne samedi soir, au micro, de demander aussi la ceinture d'au-dessus. Tu vois, de demander les deux. Dans le sens, parce que tu l'as vu en plus, elle est en première ligne pour savoir que des fois, la chance joue contre toi. C'est vrai. Et que ça peut te retarder ta chance pour le titre, parce qu'une blessure, parce qu'un match nul, parce que tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Est-ce que tu vois, tu t'ouvres d'autres portes ? Moi, je dis que c'est pas une si bête idée, en fait. Tu vois, d'ouvrir une autre porte au cas où. Non, franchement, j'y pensais pas. Avant que tu me le dises là maintenant, j'y pensais pas. Mais écoute, pourquoi pas ? Parce que ça s'est vu, des combattants avec des longues séries de victoires, qu'ils avaient déjà gagné le titre, certes, mais je pense à un Max Holloway, par exemple, qui s'était proposé, qui est parti disputer une ceinture intérim contre Dustin Poirier, avant de redescendre dans sa caté d'origine. Donc, après, qui avait un temps même voulu affronter Khabib. Ouais, qui s'était proposé à 3-4 jours avant. Donc, si ça se fait, si ça peut se faire et qu'il y a les opportunités, écoute, ça mangera pas de pain. Ouais, je trouve que plus tu as d'opportunités, mieux c'est dans ces genres de situations. Donc, si le plan c'est de finir sa carrière dans la catégorie du dessus, de toute façon, il faut commencer. Pourquoi pas commencer à ouvrir quelques pistes. C'est très flou dans la catégorie de dessus. Raquel Pennington qui a pris la ceinture à Merab Bueno Silva que Manon avait battu sous Covid. Il y a quelque chose à faire. Et tout de suite. Non mais franchement, je pense qu'on serait assez d'accord sur qui on verrait gagner entre elle et Pennington. Je vais pas utiliser le mot. J'utilise jamais le mot facile, sport de combat. Je dirais simplement que le chemin est plus simple. Oui, tout à fait. Le chemin est plus simple, on est d'accord. Avant de rentrer dans le combat, Baba, je voulais faire un petit point aussi contexte global parce que c'est intéressant autour de Manon. Déjà, elle a ouvert ce combat en favorite des bookmakers. Désormais, c'est Blanchfield la favorite. Ce que je trouve pour le coup pas légitime. Et je le vois sur les séries de victoires en cours. On a parlé, elles sont à 6-0 toutes les deux à l'UFC, mais les 4 derniers m'intéressent beaucoup. Les 4 derniers de Manon, Merab Bueno Silva qui vient de faire le titre en moins de 61. Jennifer Maia, ancienne challenger de Valentina Shevchenko. Kathleen Choukagian, devenue Serminara puisqu'elle s'est mariée, ancienne challenger de Valentina Shevchenko. Rose Namajunas, ancienne double championne dans la catégorie d'en dessous. Celle de Blanchfield, JJ Aldrich, Molly McCann, la surcotée Molly McCann, Jessica Andrade en short notice et qui a bien montré qu'elle n'était pas trop là, qu'elle était surtout là pour renouveler son contrat, et Taila Santos, qui était pour son dernier combat UFC, qui avait beaucoup de problèmes dans ses prépas. Il n'y a pas photo. Il n'y a absolument pas photo. C'est pour ça qu'il faut toujours, il y a série de victoires et série de victoires. Quand je dis qu'il y en a une qui est en position d'aller combattre pour le titre et qui a déjà fait une grande partie du nettoyage, ça s'adresse que à Manon. Erin, elle a encore plein de combattantes à affronter, enfin plein, elle en a pas mal à affronter en tout cas, avant de pouvoir dire j'ai fait le tour de la KT et je veux voir autre chose. Donc non, les deux séries de victoires sont complètement différentes et
Manon, elle a son run, il est peut-être sous-estimé parce que c'est dans les catégories féminines. Je pense qu'il est sous-estimé. Mais, Je te laisse continuer. Je pense qu'il est sous-estimé. Non, dingue. vraiment. L'enchaînement de challengers pour le titre ou d'anciennes championnes qu'elle vient de faire, mais c'est unique dans le MMA français pour Il l'instant. n'y a pas beaucoup. Cyril Gann, en montant, il a fait un truc bien. Ouais, bah oui, bien Il sûr, a bien battu sûr. les mecs classés dans sa catégorie, tu vois, il l'a fait. Mais Manon, elle a fait ça. Elle a pris que des combattantes bien classées qu'elle a battues. Elle a monté à chaque fois. Et c'est pas donné. Il n'y a pas beaucoup de combattants de français en MMA qui ont autant de victoires contre des personnes classées, contre des combattants classés. Il n'y en a pas autant que ça. Ouais, et bien classé, pas juste classé, mais très haut classé. T'ouvres et ça permet d'ouvrir parce que tu as ouvert avec Cyril Gann, qui est l'autre run impressionnant de ces dernières années aussi, qui a mené vers une chance pour le titre, même deux du côté de Cyril. Et ça m'a permis, parce qu'on en discutait un peu, Baba, et on va faire 2 minutes là-dessus. Est-ce que la victoire contre Rose Namajunas de Manon Fiorot en septembre dernier à Paris, c'est la plus belle victoire de l'histoire du MMA français? Je t'ai fait une liste un peu de gens qui ont affronté des légendes ou des grands noms de l'histoire de l'UFC. On en a eu un récemment avec Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier, défaite pour Benoît malheureusement. Bien sûr, Cyril Gann contre John Jones et Francis Ngannou, on l'a rappelé, c'est 2 chances pour le titre, les 2 défaites. Cheick Kongo battu par Ken Velasquez et Frank Mir. Autour de l'UFC 100 dans ces périodes-là. Cyril Diabaté battu au Pride par Mauricio Shogun Rua, par Alexander Gustafsson à l'UFC. Pas ancien champion Gustafsson, contrairement à tous les autres que j'ai dit. Christophe Midou au WAF avait perdu contre Fabricio Verdum. Mansour Barnaï au M1 contre Islam Makhachev, même si on était loin du Islam d'aujourd'hui, mais c'était le Islam Makhachev. Pour le sourire, j'ai noté David Baron contre Takanori Gomi. Je suis content que tu le cites, je l'avais dans la tête là depuis tout à l'heure. Tu l'avais en tête bah oui, non, mais il faut le noter quand même. Ça, c'est un truc d'ancien. Non, mais c'est bien, c'est pour nous. Mais contre Takanori Gomi, bien sûr. Grégory Bouchlagem, Greg MMA pour le coup, contre Gegard Moussassi, c'était au Cage Warrior. J'avais Cyril Gann, je pourrais même citer Junior Dos Santos, qui était un ancien champion de l'UFC, qui l'a battu dans son run pour monter. Quand j'ai fait cette liste-là, je me disais que pour moi c'était la plus belle parce que JDS, notamment Junior Dos Santos, c'est sa 4e défaite de suite quand il perd contre Cyril. C'est plus le Junior Dos Santos de la trilogie contre Velasquez, je trouve moi personnellement en tout cas. C'est plus celui-là. Rose, elle sortait d'une défaite contre Esparza dans un snooze fest absolu, mais avant elle avait battu 2 fois Weili Zhang et 1 fois Jessica Andrade, donc c'était quand même plus, elle restait quand même sur une bonne série. Pour moi c'est la meilleure de ces victoires-là. Et puis hier soir, en finissant de préparer, mon cerveau m'a rappelé quelque chose. Il en manque une. Cheick Kongo a battu Mirko Krokop. Mirko Filipovic à l'UFC 75 en 2007. Il a stoppé l'ascension de Krokop. Et là, j'avoue que j'ai du mal à mettre Manon Rose devant. C'est difficile parce que c'est Krokop. Parce que c'est Krokop. Attention, moi Rose, je la tiens en très haute estime, réellement. Parce que déjà, je tiens Johanna Jedrzejczyk en très haute estime, et elle l'a battue 2 fois. Rose, elle a fait un travail incroyable dans la catégorie du dessous. Vraiment son style en plus appréciable, tout ça, de mettre KO Weili Zhang. Enfin, elle a des victoires vraiment impressionnantes qui font que c'est une légende, en tout cas, du MMA féminin. Qu'on l'avait dit, on prépare l'émission. Aucun problème. Top 5 du MMA féminin de l'histoire. C'est ça. Et du coup, elle est dans les 2 sexes, elle est en bonne place, en tout cas. Futur Hall of Famer, ça c'est sûr. Enfin, il n'y a pas de problème. Maintenant, on parle de Mirko Krokop. Et là, le côté quarantenaire, il ressort. C'est sûrement ça. C'est peut-être ça, tu vois. Peut-être que les plus jeunes qui nous écoutent, ils vont nous dire bah non, forcément, c'est Rose. Mais Mirko Krokop, on parle d'une légende de 2 sports. On parle d'une légende du kickboxing, une légende du MMA, qui a persévéré jusqu'à finir par gagner la ceinture openweight du Pride. Et 2007, c'est encore un gros Krokop. Et 2007, c'est un gros Krokop. Et puis surtout, la victoire de Cheick, elle est très importante parce que elle met un coup d'arrêt aux ambitions de titre de Krokop en fait. Elle met un gros coup d'arrêt et c'est là où tout le monde se dit ok, Kongo c'est sérieux, tu vois. Il bat Krokop, il faut un combat debout, il le gagne. Tu vois, c'est pas n'importe qui fait un combat debout avec Krokop qui le gagne. Il y a eu Gonzaga qui a eu une victoire improbable, mais il y en a pas beaucoup qui font ça. Donc clairement, je suis obligé d'avoir la victoire de Kongo sur Krokop. Un petit peu devant. Un petit poil devant, mais il y a une partie de cœur qui parle. On va être d'accord. Je suis biaisé, je vais pas mentir, je suis biaisé. Moi, quand je te dis ça. Mais sur tout le reste, Ouais. la plus belle et la seule victoire en fait contre un énorme nom en dehors de ce Kongo Krokop, c'est Manon contre Rose. Maintenant, voilà, pour remettre l'église comme il faut, bien au centre du village, on parle de MMA moderne, on parle d'aujourd'hui, on parle du nombre de combattants français qui évoluent aujourd'hui en MMA. Il y en a beaucoup maintenant, il y en a pas mal dans des grosses ligues. Et ouais, si on parle de victoire contre un gros nom, ah bah là, c'est Manon qui
qui mène le train et largement. Il n'y a pas de souci. On est d'accord. Ça me permet aussi, pour finir ce thème-là, de casser 3 idées reçues sur Manon que j'ai lues ou entendues, 4 même d'ailleurs, que j'ai lues et entendues ces derniers jours et qui m'ont hérissé les poils un peu. Donc pareil, je voulais remettre les choses dans l'ordre. L'idée, c'est son premier main event. Elle va peut-être être un peu nerveuse. Premier main event à l'UFC, en effet. Pas du tout premier main event, messieurs. Gabriela Camp pour la ceinture de l'UAE Warrior, c'était en novembre 2020 et elle va la battre. Elle est en tête du poster dans l'affiche. C'est l'UAE Warrior, c'est pas l'UFC, mais elle a connu cette idée d'être la tête d'affiche d'affiche principale. Ouais. Donc ça, on peut rayer aussi. L'idée, elle est à l'extérieur, puisque Atlantic City, c'est le New Jersey, où s'entraîne et d'où vient Erin Blanchfield. Déjà, c'est les États-Unis, j'ai vérifié. Entre la salle d'entraînement de Blanchfield et Atlantic City, il y a genre 250 c'est km. Ce que j'allais dire. C'est la notion de domicile au States, c'est pas la même que chez nous. Non, pas du tout, tu vois. Donc déjà ça casse ça. Et puis cette idée, de toute façon, elle est à l'extérieur. Ça ne dérange pas du tout Manon. Son titre à l'EFC en Afrique du Sud, elle le prend contre Amanda Lino, une Sud-Africaine, en 2019, chez elle. Au main event, d'ailleurs, le main event, c'est Dricus Duplessis pour la ceinture de l'UFC, pour le clin d'œil. Donc ça, je te le raye aussi. Ouais, et puis pour ce point-là, combien de fois elle a combattu à domicile, Manon ? Oui. De toute façon, c'est les Français. Sa carrière, elle est à l'extérieur. Exactement. Comme la plupart des Français. C'est plus quelque chose qui rentre en compte. Ça. Non, je suis d'accord. C'est nouveau qu'on ait l'appareil Paris. Pour mettre la pression aux autres. Mais c'est tout nouveau, on en a que 2 là. Non, t'as raison, les carrières se font à l'extérieur, c'est comme ça. L'idée, elle est face à une grappleuse de très haut niveau, c'est vrai. C'est sans doute une des meilleures grappleuses de l'UFC. Enfin, quand tu vois, moi je pense dans les catégories féminines, il n'y a pas de souci là-dessus. Elle est dans le top. Mais elle en a affronté aussi déjà. Une Corinne Laframboise qui était championne du monde, UAE Warrior également. On était là en juillet 2020, en plein Covid. Grappleuse de très haut niveau, vous irez vérifier qui est Corinne Laframboise. Donc ça, je peux le rayer aussi. Et enfin, l'idée qui est vrai sur le constat, elle finit pas ses combats. Elle finit pas assez ses combats. Les 4 derniers, en effet, il n'y a pas de finish. Mais je vous ai fait la liste juste avant. Il n'y a que des anciennes challengers pour le titre ou des championnes ou une ancienne championne comme Rose. Faut aussi dire sur ça, c'est le très haut niveau là. On est dans l'élite de sa catégorie. C'est plus dur de finir, même si on est dans les catégories féminines. C'est plus dur et déjà c'est plus dur. Plus tu montes effectivement et plus c'est difficile de finir tes adversaires parce que tu combats que l'élite. Ça arrive un peu plus chez les hommes. Factuellement, dans les 3 catégories féminines, ça arrive beaucoup moins. Amanda Nunes qui mettait KO tout le monde, à un moment, elle a fini par gagner par décision, puis par décision, et puis perdre. Joanna Jedrzejczyk, je crois que toutes ses défenses de titre, elle gagne par décision, il me semble. Oui, on peut me corriger. On en a peut-être. On vérifiera. Prends la ceinture en arrêtant Carla Esparza, et puis derrière, c'est décision. Pareil, Rosa Namajunas, c'est un ovni. Elle a mis KO Weili Zhang, etc. Tu vois, donc c'est à mettre au crédit de Manon qui l'a battu, encore une fois. Donc c'est pas. Et Valentina Shevchenko, pareil. Elle a mis KO Shukai. Non, c'était. Je sais plus comment elle s'appelle. Pour le titre. Avec le high kick, en défense de titre. Mais en dehors de ça, il y a pas mal de décisions. C'est peut-être Maya. Attends, j'ai un doute. J'allais dire Jennifer Maia, mais c'est pas elle. Non, c'est pas elle, t'as raison. On vérifiera tout ça. Mais après, c'est beaucoup de décisions. Donc, factuellement, ce que ça nous dit, l'histoire des catégories féminines de l'UFC, c'est que dans l'élite, tu gagnes beaucoup plus par décision que par finish. Ouais, exactement. Donc, elle est complètement dans le thème, j'ai envie de dire. Et l'important, c'est la victoire. À ce niveau-là, l'important, c'est la victoire. Tu me l'enlèves, mais à la fin, j'allais dire, et j'allais te dire, de toute façon, même si j'ai dit tout ça, et alors ? C'est un sport de combat, tu peux gagner par décision. Ouais, exactement. C'est une des 3 manières de gagner en MMA, KO, soumission, décision. C'est bien, si tu gagnes par... Mais tous les combattants du monde, ils voudraient venir et que ça se passe en 15 secondes. C'est clair. Tout le monde serait content, mais il faut faire le boulot. Et ça dit quelque chose aussi, moi, encore une fois, qui tout comme toi, qui est fan de la belle boxe, des beaux combats, qui est fan de la domination technique et tactique. Pour moi, ça dit quelque chose. Ouais, bien sûr. De dominer tous tes adversaires par décision, ça dit quelque chose. Peu importe le profil et que des adversaires d'élite, ça dit des choses. Je te garantis que ça laisse des marques dans la tête de l'adversaire en face qui se dit pendant 3 rounds, pendant 5 rounds, j'ai pas pu prendre le dessus sur cet adversaire. Alors je l'ai fait en dernier parce que ça ouvre sur notre thème du combat. On rentre dans le combat et dans voilà, les points techniques aussi de ce combat. Parce que Manon, je l'ai vu annoncer, elle dit ça va pas durer 5 rounds. Pour le coup, impossible. Okay. Elle cherche ce finish aussi. Elle sait qu'elle ça ferait bien aussi pour les highlights, tu vois, pour l'UFC bien entendu. Et puis Aldric dit que son style, et en effet je le pense, a plus de chances de mener au finish sur 5 rounds. Parce qu'elle prend son temps aussi, tu vois, elle va pas se jeter bêtement des fois pour dire ça. Elle prend son temps. T'es d'accord avec ça, avec cette analyse d'Aldric, que le 5 rounds la favorise pour aller terminer ? Je suis plutôt d'accord, dans le sens où les combats que j'ai vus de Manon, dans le 3e round, elle finit fort.
En général, quand elle combat en 3 rounds, elle a tendance à mieux finir que ses adversaires. Et c'est ce qui lui fait justement à chaque fois sécuriser la victoire. Tu vois. Soit elle domine tout le combat, comme ça on n'en parle plus, mais en tout cas elle faiblit pas. Non. Elle faiblit pas, tu as l'impression qu'elle monte en Le pression. seul bémol, c'est Rose, où Ouais. elle finit le troisième round, mais elle a cette énorme ouverture Ouais. sur le visage et elle le dit. Hein, moi, je voyais plus très bien. Voilà, j'allais pas me jeter pour risquer de prendre un KO alors que je sais que je domine le combat et que je vais le gagner. Un peu de prudence. Ouais, non, elle a géré intelligemment, donc il n'y a pas de problème. Et puis tout le monde derrière sa télé, on était plus en mode ouais, gère. Tu vois, t'es en train de gagner, gère. Donc c'est mieux comme ça. Mais en tout cas, on sait qu'elle est bien physiquement et qu'elle a tendance à pouvoir accélérer encore dans le troisième. Donc partant de ce principe-là, ouais, moi je suis plutôt d'accord avec Aldric quand il dit. De toute façon, c'est lui qui la voit à la salle. Hein, mais de ce on peut corroborer en tout cas avec ce qu'on a vu dans les combats. Ouais, et puis on connaît ses qualités de cardio aussi, donc je pense que le synchro ne lui fera pas peur. Elle dit aussi, c'est là que ça devient intéressant, j'ai toutes les armes, elle n'en a qu'une. Donc elle veut dire le grappling. Elle veut dire le grappling de très haut niveau de Erin Blanchfield. On en a parlé, je crois qu'elle commence le JB à 7 ans, Erin Blanchfield. Ouais. Donc elle a un gros bagage, même si elle a 24 ans, elle a déjà beaucoup d'années derrière elle de ça. Là, tu es d'accord ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que y a le seul danger, c'est le grappling, ou il y a quand même un peu de danger debout contre Erin Blanchfield? Quand tu regardes les stats, visuellement, je trouve que son striking, il n'est pas impressionnant. Enfin, tu vois, souvent, en regardant les combats aussi pour préparer, souvent elle perd beaucoup de premiers rounds sur le striking, tu vois, il n'est pas impressionnant. Sur les stats, tu limites un peu. Alors les stats, on fait dire un peu ce qu'on veut aux stats, tu vois, mais t'as plutôt des bons chiffres dans ce que j'ai trouvé. Enfin, tu vois, c'est loin d'être horrible. Qu'est-ce que t'en penses de ça ? C'est sa seule chance, le grappling à Erin ? Dans ce combat-là ? Oui. Ouais, dans ce combat-là spécifiquement. Dans ce combat-là, oui. Vas-y. Elle a combattu d'autres personnes où sûrement elle a dû faire des bonnes stats debout, mais c'était pas Manon. Je suis d'accord. C'était pas Manon, c'était pas Valentina, c'était pas des combattantes aussi fortes que l'élite de cette KT. Donc là, si on prend les stats, si elle commence à affronter que ces filles-là, je suis sûr que les stats elles vont baisser un peu debout. Et je pense qu'elle sait pertinemment que c'est pas dans son intérêt de prolonger les échanges debout. Moi, je pense, en ayant regardé ses combats hier soir pour préparer l'émission, c'est clair et net que son seul chemin, c'est dur de dire ça, mais son quasi seul chemin pour gagner, c'est de capitaliser. C'est de capitaliser sur une attaque de Manon pour l'amener au sol. Parce que même au niveau lutte offensive, j'ai pas vu quelque chose qui me permet de dire elle va khabiber Manon, elle va venir boum. Non, quand elle est au-dessus, qu'elle a la bonne position, elle contrôle bien. Mais il n'y a pas ce côté, en effet, Khabib, même dans cette lutte offensive, même pour l'amener au sol. Et je trouvais, en revoyant les combats, je ne sais pas ce que tu en penseras, Baba, ses entrées, que ce soit pour entrer en lutte ou quand elle rentre en striking, c'est hyper en ligne. Et face à une contreuse comme Manon, qui a l'efficacité dans le contre et le sens du timing qu'elle a, ça peut faire très mal en fait. Ouais, non, mais c'est ça, on est vraiment sur le cas typique, stylistiquement parlant, d'une combattante qui vient du jiu-jitsu et qui a pas encore vraiment travaillé sa lutte pour pouvoir servir son grappling, tu vois, pour pouvoir amener le combat au sol. Ça, si je devais faire une petite comparaison, je la comparais à Brian Ortega. Elle est plus opportuniste des situations qui vont arriver au sol, que je vais vraiment chercher à imposer le combat au sol en ayant tout un système de lutte en chaîne, etc. pour t'amener. C'est vraiment, on va combattre avec le mieux de ce que je sais faire debout. Par contre, si j'ai une opportunité d'attraper une jambe ou quoi, ok, là je t'amène au sol et puis derrière je fais mon travail. Mais sinon, je la vois pas prendre le centre du ring et mettre la pression pour aller chercher au sol. Pour moi, ce sera plus à Manon de faire attention sur quand elle va envoyer ses coups, sur le timing pour pas se faire saisir et envoyer. Quand je voyais les combats des deux, je me disais, c'est sûr par exemple que Blanchfield de son côté, ils vont travailler sur les sidekicks de Manon. Ils vont essayer de voir comment on peut attraper sur un sidekick parce qu'elle les envoie bien. Mais le problème, c'est qu'il faut lire le timing. Ça, c'est pas facile. Mais voilà, c'est comme ça que je le vois. Non, c'est compliqué sur ça. Et même dans ces... On voit dans les derniers combats, plus le niveau monte, moins Blanchfield, elle tente de takedown. Ouais. Dans les premiers combats à l'UFC, tu as des 7-8 takedowns dans un combat, beaucoup moins contre une Taila Santos. Tu vois, tu sens que le niveau augmente aussi, elle a moins, tu vois, cette supériorité qui lui permet d'imposer son jeu. Ouais, je pense, ouais. C'est encore une fois, avec la qualité de l'adversaire, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué pour elle d'imposer ça. Par contre, voilà, elle est très compétente en grappe, elle est très compétente au sol, mais j'ai pas l'impression, en tout cas des combats que j'ai vus, j'ai pas l'impression que il y a un sens de l'urgence à imposer un combat au clinch et au sol. C'est pas ce que j'ai vu en tout cas dans ces combats d'avant. Non, il y a quelques petits genoux au clinch parfois qui passent, que j'ai vu, que j'ai noté un peu. Elle travaille, hein. Je pense qu'elle s'améliore debout, je pense qu'elle fait beaucoup de travail à la salle debout, parce que son sol il est là, il est clair, il est établi. Mais ça fait partie de la longue liste de combattants que je trouve assez curieux, je trouve assez bizarre qu'ils aient tellement un bon sol qu'ils n'aient pas cherché des moyens d'imposer le combat comme ça
Et il y a des moyens. En travaillant en lutte, en travaillant. Il y a des moyens, mais visiblement, les grappleurs, ils n'aiment pas trop ça. Donc on est d'accord qu'il y a un monde, si Erin n'arrive jamais à amener Manon au sol, et on reparlera aussi juste après de ses positions de sol qui vont être intéressantes, il y a un monde où elle peut archi dominer Blanchfield. Ça va être si long. ça reste debout. Ça va être long. Très long pour Erin. Ouais. Ma lecture, et de toute façon, je me suis trompé 1000 fois en sport de combat, c'est pas un problème. C'est la vie. Mais ma lecture du truc, c'est quoi? C'est pas le même niveau debout. Et tu te tromperas encore à 40 ans, Baba. T'inquiète pas. Exactement. Mais pour moi, c'est pas le même niveau debout. Je te dis pas qu'il y a un écart incroyable, c'est quand même l'élite du MMA, c'est l'élite de l'UFC, mais Manon est au-dessus debout. Manon, elle a de meilleures qualités, elle est capable de gérer son combat, elle utilise très bien ses déplacements et la cage, elle est capable de balader Erin, en fait, de la fatiguer juste avec ses déplacements et de frapper à distance. Elle sait le faire. Firo, c'est le deuxième plus gros, je l'ai noté ça en stat intéressante, le deuxième plus gros total de striking différentiel, donc la différence entre les coups qui touchent et les coups reçus de l'histoire de la catégorie. Elle envoie. Ouais, Elle envoie. Ouais. C'est une machine. Donc tu vois, c'est chiant quand tu es face à un adversaire comme ça qui t'envoie des coups constamment et dans tous les angles en plus. Bah, c'est difficile de mettre en place quelque chose. Donc là, toi, t'aurais été Manon et t'aurais été son camp. On prépare, on défend toutes les amener au sol, quoi. L'idée, c'est d'être on point et d'être le plus efficace là-dessus pour garder ce combat le plus possible debout. Garder le combat debout, alors à tous les avantages. Garder le combat debout le plus possible. Les deux autres stats intéressantes, Baba, parce qu'on va rentrer dans cette partie au sol. Blanchfield, meilleure combattante de l'histoire de la catégorie sur le pourcentage de temps de contrôle dans ses combats et en top position. Ouais. Meilleure de l'histoire de la KT. Manon Fiorot, deuxième meilleur pourcentage de l'histoire de la KT, le plus faible dans le temps passé en bottom position. 0,22% de ses combats à l'UFC, de son temps de combat total, a été passé en bottom position. C'est ce qui va être intéressant. On a envie, moi franchement j'ai presque envie de le voir parce que je pense qu'on sous-estime un peu le sol de Manon. Je pense que le niveau de Blanchfield est excellent et qu'elle peut vraiment faire beaucoup de dégâts même sur Manon au sol. Mais j'ai envie de le voir en fait. J'ai presque envie de voir, tu vois, qu'est-ce qui se passe si ça arrive comme ça. Ouais, j'en parlais avec des potes à moi, Big Up Arnaud, qui me disaient qu'ils ne voient pas comment le combat n'ira pas au sol et que du coup on verra. Du coup, on verra forcément parce que Erin sera capable. C'est là où moi je diffère un peu, où je dis que c'est moins évident pour moi les amener au sol de Blanchfield. Mais si elle arrive à capitaliser sur un coup, comme on a vu par exemple dans le combat entre Cédric et Baki, tout de suite ramasser un low kick et envoyer au sol, bah on verra, on verra. Et puis pourquoi pas, si elle peut montrer encore quelque chose, qu'elle se relève, comme on l'a dit pour les autres, comme on l'a vu avec Doumbé d'ailleurs, comme on l'a dit pour les autres, ça sera encore une fois à mettre à son crédit et ce sera toujours plus mentalement marquant pour son adversaire. Qui sait contrôler ses combats au sol, normalement. Manon est ceinture noire, en plus en jiu-jitsu, on le rappelle aussi. Elle a fait un gros travail pendant ce camp avec Flavio Santiago, qui était là à Nice pour l'aider dans ce camp. Dans les images que j'ai vues, moi, qu'on a ramenées, que Pierre-Henri Cachera a ramené de Nice, tu sens qu'il y a aussi beaucoup de travail sur, quand on est au sol, rien laisser dépasser. Faut pas laisser dépasser un genou parce que Blanchfield, pour le coup, elle est très variée même. Je crois que ses 3 dernières soumissions, c'est une guillotine, un rear naked choke et une kimura. Elle sait varier vraiment. Comme tu disais tout à l'heure, la moindre opportunité, elle va la saisir. Elle sait la saisir. Il y a cette idée, tu penses que c'était le bon truc à travailler, c'est-à-dire tu sentais que c'était offrir le moins possible. Tu vas se cacher son corps le plus possible et ne rien laisser dépasser. Ne rien laisser traîner. C'est clair. Pour moi, c'est important. C'est de pas se prendre pour quelqu'un d'autre. De pas se prendre pour quelqu'un d'autre et de reconnaître qu'en face c'est élite en termes de grappling et qu'on va pas s'amuser à transformer la cage de l'UFC en tatami de la DCC, tu vois. Elle va pas prolonger l'échange en grappling, c'est pas le but, faut rien laisser dépasser, faut pas laisser une opportunité. Et toi, si t'en as une, faut la saisir. Voilà, par contre, parce que t'as des armes aussi, tu vois, si t'es ceinture noire, t'as des armes. C'est ça, mais la première opportunité à saisir, ce sera celle de se relever. Ouais, bien sûr, de remonter tout de suite. Rien laisser dépasser, dès qu'on peut, on se relève. Ouais, non, mais c'est un challenge aussi. Aldric, avec le sourire, dit dans l'interview, il dit si on m'avait proposé ce combat en grappling, je le prenais quand même. Donc il est très confiant, et c'est lui qui la voit tous les jours à l'entraînement, donc et qui est très bon là-dedans. Donc, je préfère entendre ça, comme je te le dis, comme on l'a discuté millions de fois, je préfère entendre ça que d'entendre toute l'année qu'il faut que trop respecter. Trop. Il y a une frontière, je viens de le dire, il ne faut pas non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas, mais en même temps, il ne faut pas non plus arriver en donnant trop de respect à la personne et tu as déjà perdu le combat au sol alors que tu l'as pas encore commencé, tu vois. Donc s'il y a un monde où Manon elle soumet Blanchfield, ça change aussi des trucs. Tu vois, sur la perception qu'ont les gens, ça change des trucs. Par contre, on se retrouve Erin en top position, Manon sur le dos, comme je dis, c'est une rareté dans ce cas UFC. On a peur un peu quand même. Parce qu'en face, ça rigole pas quand même. En tout cas, la première séquence, on saura tout nous dire. Si jamais ça arrive, la première séquence, on saura tout de suite. Voilà, on saura quel est l'écart, quelle est l'importance de l'écart. Parce que Blanchfield, elle travaille très vite au sol. Elle perd pas de temps en général, donc on va vite savoir
si Manon peut défendre bien ou si ça va être compliqué et que si elle a l'opportunité de se relever et qu'elle se relève, elle comprendra qu'il faut surtout pas y retourner, quoi. Et Blanchfield fait qu'1m63, mais tu le vois dans ses combats, elle utilise bien son physique. Ouais. Elle l'utilise très bien quand elle est dans ces positions-là. En face, c'est une des plus grandes et des plus imposantes, moins de 57. Hein. Manon, elle a 7 cm de plus. Ça joue beaucoup, ça. Ouais, bien sûr. Ouais. À quel point ça peut jouer, Baba? Bien sûr, déjà dans les distances, ça va être pas facile pour Aurine de casser la distance. Elle va vraiment devoir, encore, je leur dis encore qu'elle n'a pas une lutte offensive vraiment exceptionnelle, ce qui fait qu'elle va devoir capitaliser sur ce que Manon va lui donner pour essayer de l'amener au sol. Et Manon, elle gère bien sa distance. Elle gère bien, elle garde bien, elle sait utiliser sa taille et son allonge. Donc ça va être très dur déjà debout pour approcher. Elle va se prendre des jabs, elle va se prendre des sidekicks. Ça va pas être facile. Et puis après, pour le sol, je suis moins spécialiste, mais c'est pareil, c'est plus difficile de contrôler quelqu'un qui est quand même bien plus balèze, bien plus Ouais, bien grand. Ouais. Moi, une des petites craintes quand on voit les combats de Manon, pas une des craintes, mais un truc qu'on pouvait noter, elle 2 fois contre Maia et Choukagian, dans des ruptures de contact, elle prend des kicks. Ouais. C'est 2 fois d'ailleurs l'action où elle est le plus en danger de ces 2 combats-là. Je me dis qu'avec cette différence de taille aussi, Erin a moins, tu vois, cette capacité peut-être à aller la chercher sur une rupture de contact, parce que j'ai vu un combat où Erin fait ça. Elle met un kick en rupture de contact, mais je sais plus qui c'est en face, c'est peut-être Molly McCann, quoique, parce que Molly McCann, elle la met au sol assez vite, elle la donne. Ouais. C'est une de ses adversaires, mais qui est beaucoup plus à son niveau en taille, tu vois, donc c'est beaucoup plus facile d'aller chercher le kick. Ouais, le kick ou pareil, ou les crochets courts, etc. En tout cas, quand il arrive, ouais, ça c'est quelque chose qu'on avait remarqué aussi chez Manon, qu'il faut bien monter les mains, en sortie de clinch à chaque fois et bien faire attention. Et de toute façon, tout va se passer. On leur fait dans le confiance clinch, pour l'avoir hein. noté, Voilà, ça j'ai ouais, aucun c'est souci. clair. Ouais. Mais ça va se passer dans le clinch, que ce soit dans les sorties ou dans les entrées. Et pendant, il faudra faire attention en tout cas. Ça, c'est clair. Il y a aussi ce côté, on dit souvent, Blanchfield, elle perd ses premiers rounds dans striking. C'est pas une bonne boxeuse, hein, on va pas se mentir. C'est pas du tout une bonne boxeuse, mais elle a le mental. Ouais. Elle rattrape ses premiers rounds, elle revient, elle lâche pas l'affaire, elle se dit pas bon, bah, je perds mon combat et je lâche pas. Ça, c'est aussi, c'est une mission pour Manon parce qu'elle sait qu'elle a en face d'elle quelqu'un qui va pas lâcher. Elle lâchera pas. C'est pour ça que je fais la comparaison avec Ortega parce que vraiment, pour moi, ça se ressemble beaucoup. Ils font des combats qui se ressemblent beaucoup à perdre le premier, perdre le deuxième, mais tu sais qu'à n'importe quel moment, si tu laisses une seule opportunité, elle peut capitaliser parce que mentalement, elle est forte. Et qu'elle croit vraiment en elle. Elle sait elle se dit qu'elle finira par avoir une opportunité à un moment. Même si elle domine, même si elle est dominée, même si elle subit le combat, elle se dit je vais finir par avoir une opportunité, je l'aurai, et je vais l'attraper, et puis je vais pouvoir la soumettre, tu vois. Donc il faut être vigilant tout le temps avec ce genre d'adversaire. Point très positif pour Manon pour tout aussi, c'est que le genou est enfin à 100%. C'est ce qu'elle dit aussi dans l'interview. À Paris, en septembre dernier, il y avait encore des petits restes, il y avait des craintes, des petites gênes. Le genou était largement au niveau pour combattre et elle l'a fait contre Rose. Hein, mais il y avait encore ces petites gênes. Là, elle dit c'est 100%. Donc c'est aussi positif. C'est bien. Parce que tu as moins d'appréhension aussi, Baba, on est d'accord. Hein. C'est beaucoup mieux. La moindre gêne en sport de combat, de toute façon, tu as une appréhension. Ah, c'est difficile. C'est chiant. Alors le genou, j'en parle même pas. Le genou, j'en parle même pas. Et pour pouvoir bien te déplacer et avoir besoin de ces déplacements, c'est important d'être à 100%, d'avoir confiance dans tes appuis et de te dire que voilà, que j'aille d'un côté, que je me déplace d'un côté ou de l'autre, ça va aller, je peux le faire correctement. Ouais, c'est important. Et pour ce premier main event pour elle, qui est le premier carte à Atlantic City depuis 6 ans, c'est là que tu vois, je sais pas si tu as vu passer, j'ai noté, on va arriver au 100e événement à l'Apex. 100e événement à l'Apex. C'est triste. C'est le 15 juin. C'est d'une tristesse, exactement ce que j'ai tweeté. C'est vraiment une tristesse incroyable. Et Atlantic City, qui est une grosse ville de Paris aussi, tu vois, le mini Las Vegas, ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas vu l'UFC avec tout ça. Ah, de toute façon, retourner sur la route, l'UFC. Je sais que c'est économiquement, l'Apex fait sens, mais retourner sur la route en fait. Ils ont trop bien mangé, ils mangent trop bien à l'Apex. Ouais, je sais. Malheureusement. Et le deuxième point positif, je pense, c'est aussi qu'elle a pu un peu se préparer à un rendez-vous aussi important, Manon, et on connaît son caractère, tu vois, qui est plutôt réservé et tout. Je pense qu'elle a bien pu se préparer dans l'ombre avec Baki Doumbé, Saint-Denis Poirier, compris, tu vois, la lumière médiatique du MMA jusqu'au 10 mars. Ouais. Elle était assez tranquille dans cette. Tu vois, elle n'a pas été trop surmenée de sollicitations. Pas de sursollicitation médiatique, etc. Pas de. C'est bien, c'est cool. Moi, je trouve de pouvoir faire ça. Je pense que c'est appréciable. Je sais pas comment eux l'ont vécu, mais moi, je pense que c'est plutôt bien. Et d'arriver là, Fight Week, et finalement, les sollicitations, elles arrivent, mais tu as le temps de faire tout le travail. Exactement. Pour moi, c'est mieux. Le travail est fait. Félicitations maintenant. Maintenant, on va juste croiser les doigts aussi que tout aille bien au niveau physique. On l'a vu avec Benoît dernièrement. Donc, si elle peut être à 100%, c'est bien sûr toujours mieux. Je te demande pas ton pronostic parce que là, ça sert pas à grand chose. Les auditeurs savent très bien qui on aimerait voir gagner. Et il n'y a pas trop de secrets là-dessus. Donc, on va pas se jouer au jeu des pronostics, mais de juste dire qu'on est derrière maintenant. Non, je pense qu'elle peut le faire largement. Ouais, moi aussi, ouais. Il y a plus que là, je place. Avec tout ce qu'on a dit, en fait. Et je serais pas surpris non plus
plus qu'elle soit plus qu'au niveau au sol face à une Blanchfield. Tu vois, il y a ce danger dont on a parlé, mais je pense qu'elle peut le maîtriser, ce danger. Non, bah c'est parfait. Si en plus on peut voir un peu plus de ça, bah ce sera top pour elle. Bon, on a fait le tour, mon baba. Ouais. Allez, on a fait le tour. Bien sûr, ce sera sur RMC Sport à suivre dans la nuit de samedi à dimanche. Le plateau commence à 1h55. Je serai sur le plateau, vous aurez l'occasion de m'y retrouver. Donc on évoquera tout l'avant-combat et puis ensuite vous aurez la carte principale et ce main event. Manon Fiorot contre Erin Blanchfield, demi-finale mondiale et on espère la ceinture, la chance mondiale et la ceinture UFC derrière pour Manon en cas de victoire. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. On en a un petit surprise qui arrive encore dans 2 jours. On va vous réserver une surprise parce qu'il y a un autre combat très important pour le sport de combat français. Monsieur Arsène Goulamirian, mais on va vous en dire plus dans les jours à venir. Abonnez-vous donc pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. Salut mon baba. Salut. RMC Fighters Club.